Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue, c'est 10-12 Zénith qui démarre, c'est le 3e numéro de la semaine. Le 3e, 2e, 3e, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, nous sommes mercredi le 3 janvier 2024. J'ai failli dire 2023, on n'est plus en 2023. C'est toujours, mais on est en 2024, mais ça n'a pas changé. On est toujours le programme le plus... électrifiant. Électrisant. Non, mais c'est électrisant, pas électrifiant. Électrisant du PAC. Le paysage audiovisuel camerounais. Bah voilà. En 2024, il y a au moins une chose qu'on a retenue de 2023. Ça vous remet la banane? Oui, un peu quand même. Alors, je salue l'Allemand sur le plateau, la Brésilienne sur le plateau. Oui, on a dit que l'autre pas. Jamaïcaine. La Jamaïcaine. La Jamaïcaine. Ah, ça coïncide. Zébra. Le pays de la fumée. Et on a dit que Chalamel allait où? Non. Il rentre au village. On rentre au village. Avec Bonbon. Bonbon. Qu'on est content de retrouver quand même. Ah bon? Oui. Le village, nous... Tout le monde va rentrer au village, hein, sauf que chacun choisira son village. Voilà. Il paraît qu'au Brésil, on adore faire la fête. Oui. Voilà. Oui. C'est ceci expliquant cela. Ça dit que c'est trop net. Oui. Il paraît qu'en Jamaïque, on aime bien... Il y a une expression qu'on emploie de temps en temps, c'est je dis ça, je dis rien. Il y a également, il paraît qu'en Jamaïque, on aime bien la fumée. La fumée, oui. Oui. Vous aimez la fumée, Pamela? Et les lox aussi, il faut préciser. Oh, Ouais. wow. Ça se On voit. en a des lox au Cameroun. On a aussi la fumée. Hein. Ouais. Vous avez dit merci à papa? Merci, papa. D'accord. Merci, papa. Voilà. Dominique Audrey, on va entrer dans le vif du sujet. Hein. Tout le monde m'a taxé. On dit que il n'est pas marié, c'est un habit de fête, c'est sa femme qui a acheté, machin chose. C'est papa qui a payé. C'est papa qui a payé. Merci, oui, c'est mon père qui m'a acheté mes vêtements. J'en suis fier. Il a très bon goût d'ailleurs. Merci. Merci, papa. Voilà, il a très bon goût. Il a très bon goût. Dominique Audrey, l'histoire du jour. Alors, l'histoire du jour est relativement longue. C'est l'histoire d'un jeune homme qui dit que je suis âgé de 23 ans, je suis enseignant de physique, fonctionnaire d'État. En fait, je commencerai par dire que je déteste mon père au plus profond de moi, car mon père a eu un enfant avant de se marier à ma mère, ce qui était un mariage forcé, les choses d'avant quoi. Et en ce temps, mon père n'avait rien. Et lorsque ma mère enfante pour la première fois mon premier grand frère, comme la famille de mon frère, tous sont de teint noir, ils commencèrent par dire que cet enfant n'était pas de mon père, chose qui était faux car il a exactement le nez, les oreilles, les yeux, la démarche de mon père. Mais comme il est un peu métis, cheveux éteints comme ma mère et hyper intelligent, c'est le seul gars qui a pu m'impressionner. Je suis le 5e enfant, donc 3e et dernier garçon. Le 2e garçon ressemble typiquement à mon père et mon père nous a toujours clairement montré que c'était son préféré. Lorsque mon père laissait l'argent du pain le matin, lorsqu'on était encore petit, et que ce dernier ne remettait pas ce qui nous revenait de droit, au moment où on se plaignait auprès de notre père, au lieu de le réprimander, il nous battait. Notons qu'il donnait l'argent à notre frère là, à l'insu de tous. Pendant ce temps, le premier-né se plaignait des visites nocturnes de la part de la grande sœur de mon père. Cette femme, entre guillemets, est l'incarnation de la méchanceté et mon père le sait. Ma mère se plaignait aussi chez mon père qu'il fallait qu'il protège ses enfants car il y a des gens dans sa famille qui voulaient utiliser les étoiles de ses enfants pour se faire de l'argent, mais mon père, lui, n'aime pas recevoir les conseils, par conséquent, il s'en foutait. Le premier-né a réussi un concours à l'étranger, mais mon père a refusé de financer le voyage et il insistait qu'il préfère que ce dernier présente un concours d'État. Ce qui a été fait et il a réussi. Et dès que mon frère était sur le point de sortir de l'école, son cœur a été tourné vers les frères de mon père et ils ont pris mon frère. Moi, pendant ce temps, je souffrais d'une maladie grave pendant 7 années dont l'échographie a été prescrite et mon père a refusé de payer sous prétexte qu'il n'avait pas les moyens pour cela, alors qu'en ce temps-là, nous étions parmi les plus riches du quartier. Je ne connais pas comment les enfants causent avec leur père. Lorsqu'ils rentraient du travail, tout le monde fuyait et c'était le sommeil subitant.
Il restait toujours presque seul au salon avec ma mère. Il était extrêmement méchant. Il nous battait à la première occasion alors qu'il n'est pas alcoolique. Le premier-né est comme notre ennemi juré. Et ma santé est détruite pour avoir duré 7 ans dans la maladie dont je devais être opérée lorsque la maladie me menaçait. Mon QI a considérablement chuté, chose que je lui disais, mais comme lorsque papa parle, nul n'a mot à dire. Il donnait le fouet à mon frère pour nous battre et du coup, les enfants aujourd'hui sont devenus ennemis entre eux. Aujourd'hui, je suis indépendant financièrement. Je suis allé vers lui avec une somme, vers mon père, avec une somme de 5 millions de francs CFA que j'ai emprunté pour qu'ensemble, il me dirige dans un business rentable. Mais depuis lors, je me suis rendu compte que il ne cesse de m'appeler, de me flatter pour que je lui donne 2 millions. Chose que j'ai refusée. Il va vers 65 années déjà, mon père. J'ai vite détesté la vie qu'il nous faisait vivre, malgré le fait qu'il donnait toujours l'argent des provisions à ma mère, environ 7 mois, et soldait toujours la scolarité de tous ses enfants. J'ai quitté la maison familiale à 17 ans. Je suis revenue avant de repartir après l'obtention de mon concours. J'étais comme un enfant abandonné. Même pour aménager ma chambre d'étudiant, il n'a fait que 50%. Les cahiers, il ne les a pas achetés. Je me battais pour survivre. Je ne dis pas vivre, je dis bien survivre. Je le faisais 3 jours sans manger. Je subissais les moqueries de mes camarades. Tout ceci m'a fait mûrir psychologiquement et même physiquement au point où je fais 30 ans, pourtant j'en ai moins. Aujourd'hui, le fils bien-aimé de mon père me demande de l'aide. J'ai oublié de vous dire que papa a chuté et est rentré au village où se trouve son grand frère et sa grande sœur diabolique. Chose que j'ai acceptée, mais à une seule condition, qu'il ne dise pas au père. Mais chaque fois que je sponsorise son business, il va dire à mon père et tout le village est au courant et du coup, l'affaire bat de l'aile. Mon frère a les mêmes habitudes que mon père, arrogant, égoïste. Mon frère a les mêmes habitudes que mon père et lorsque je lui demande une petite somme, il me dit qu'il n'a pas, pourtant il travaille. Je lui ai proposé qu'il se lance aussi dans l'élevage et que je sponsoriserai 80% gratuitement, mais lorsque ça arrive à son tour de donner les 20%, il dit toujours qu'il n'a pas d'argent. J'ai donc décidé de ne plus rien traiter avec lui, mais ma mère m'appelle et pleure de ne pas faire ça. Très en colère, j'ai parlé à ma mère en ces mots, je cite: « Il a les habitudes de son père. J'ai déjà parlé fatigué, qu'il évolue avec, je m'en fous. Je ne suis pas le seul qui puisse l'aider juste avec cette habitude. Papa a détruit et divisé la famille. La seule chose dont j'ai besoin présentement, c'est de fonder ma part de famille et me concentrer sur elle en lui donnant l'énergie nécessaire. Parfois, je me regarde dans le miroir et ma beauté a disparu. J'ai vraiment vieilli, je n'ai pas de relation stable, mais maman me demande de ne pas laisser mon frère, de donner les 2 millions à mon papa car celui-ci peut prononcer des mots de malédiction sur ma vie et de ne même pas penser à me marier avant 30 ans. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je continue d'aider mon frère qui a bénéficié de tout venant de notre père à mes dépens, à nos dépens? Est-ce que je donne les 2 millions à mon père alors que j'ai besoin de 5 millions pour m'investir dans un projet rentable? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? J'ai la haine en réalité contre mon père et mon frère. Encore une histoire. C'est trop long. Il bavarde trop. C'est ce qu'il va dire, non? C'est trop long. C'est vrai. C'est trop long. Il va trop. Il va même couper. Je déteste, le film est simple. Je déteste mon père. Je n'aime pas mon père. Je n'aime pas mon frère. Je force, ça ne vient pas. C'est tout. Si j'avais dit ça comme ça, il y aurait une panne. Une ribambelle de questions. Ouais, quand même. Ah là, c'est souvent compliqué parce que, quoi qu'on dise, hein, les parents, tout comme les relations entre frères, les relations fraternelles, il y a toujours un penchant particulier. Parce que on a toujours un frère, un cousin, un fils ou une fille qu'on aime plus, un peu plus quand même que les autres. De façon aussi ouverte. Ah ben là, j'ai justement la grosse équation, trouver le juste milieu. Parce que moi, personnellement, je vais à la réunion familiale juste à cause d'un cousin. Pourquoi? Parce que je l'aime bien. Il fait des blagues tout le temps. Il est trop rigolo. Et il est facile à vivre. Voilà. Mais dès le moment le jour où il sort pas là... Dès le moment où un papa donne la chicotte à un de ses enfants... Qui n'est pas l'aîné. De fouetter les autres...
Ah, on a quand même quelque chose de... Voilà. C'est trop long, hein, Charles. Vous trouvez aussi que c'est long, Pamela? Très, très long. Comme disait quelqu'un, si vous voulez cacher quelque chose à un noir... Ouais, de lecture. Lisons. Ouais. Moi, j'adore que... On préfère les titres. Vous préférez les titres? Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. On est là, on vous embarque dans le programme le plus électrisant du paysage audiovisuel camerounais, 6-12 de Zénith. Dans le contexte amoureux, c'est que vous allez aimer Dieu et vous abandonnerez l'argent, ou alors vous aimerez l'argent et vous abandonnerez Dieu. Je m'interroge ce jour sur la question de la distribution du matériel agricole dérisoire aux populations dans ce pays. La revue ce matin, on commence avec le désordre urbain dans la ville de Douala. Célestine Ketcha-Couter de l'Habitat demande la démolition des bâtiments érigés en violation des règles selon sa sortie. Quand vous séparez le bagarre entre papa et maman, on tourne le dos à papa et on pousse maman vers un abri. On n'affronte pas son père. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. Bonne suite des programmes. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Rappelez aux Camerounais qui sont nés après 84 et qui 82 d'ailleurs et qui ont plus de 40 ans aujourd'hui. Il faut leur rappeler que le président actuel est devenu président par la seule bonne volonté du président Madoua Idjo. En 82, M. Paul Biya n'a gagné aucune élection. L'hypocrisie des Camerounais. Les mêmes qui aujourd'hui encensent Idjo, c'est les mêmes qui le vilipendaient hier. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis en train de parler. À quel niveau les gens nous ramènent? Je suis en train de parler. Nous parlons de quelqu'un qui gouverne le Cameroun qui s'appelle Paul Biya. Nous parlons de la guerre dans le Nozo. La seule personne qui peut résoudre ce problème s'appelle Paul Biya. Vous connaissez ce qu'on appelle projet de loi? J'ai dit, dans le cas des projets de loi de finances, apportez vos amendements. Nous sommes sur mais ce chaque même fois on apporte, madame. Oui. Chaque fois, même l'année passée, on a apporté. Donc même l'année passée, on a apporté. Vous l'avez bien structuré. Il suffit pas de qu'est-ce que vous appelez bien structuré? Heureux encore de vous savoir fidèle au rendez-vous du vendredi soir sur Equinox Télévision où ensemble on fait le round-up de l'actualité sportive de la semaine. Au Cameroun, l'athlète n'est pas entretenu. L'athlète n'a pas de quoi vivre. Parce que c'est pourquoi j'aborde toujours le nom de continent, que le Cameroun est un continent, parce qu'il y a des encadreurs qui prennent de l'argent aux athlètes et maintenant ils s'entendent de façon à ce qu'une fois que vous êtes à l'extérieur, voici ce qui va se passer et voici comment vous allez prendre la route. Si on se pose la question pourquoi on fugue, on saura qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi on ne fugue plus. Les autorités camerounaises doivent se poser la bonne question. Comment faire en sorte que le Cameroun soit un Eldorado pour le Camerounais? À telle enseigne que si je choisis d'être sportif, que je fasse mon sport au Cameroun et que je m'en sorte. Mais c'est extrêmement grave qu'un Camerounais quitte le Cameroun parce qu'il fuit le Cameroun. Non pas parce qu'il est poursuivi, mais simplement parce que les conditions qui existent au Cameroun ne favorisent pas son épanouissement. Vous voulez être de grandes nations, de grands vainqueurs, il faut jouer contre les grands. Donc aujourd'hui, si on passe contre le Nigeria, je crois que ce serait encore plus motivant pour cette fille qui comprend déjà que, ok, on a pu battre le Nigeria qui est toujours la bête noire de notre équipe nationale. Non, moi je crois qu'elles peuvent bien le faire. The second phase is going to be very, very tough. And you could be at the top of the ladder, you find yourself at the bottom. So every team that's coming in, the minimum of package should be put in so that they go hunting for the results and maintaining, firstly, a seat. Vraiment, ça me fait de la peine d'écouter tout ça parce que quand vous savez les efforts fournis par soit les encadreurs ou les athlètes pour arriver à un niveau assez appréciable, c'est pénible. On se retrouve vendredi prochain lorsqu'il sera 21h pour une autre édition.
nous vous apporterons un bon bol d'air à chaque fois que nous entrerons dans la bulle sur Equinox Télévision. Ouais, ne te dis pas. Vous savez, c'est la tradition. C'est quelque chose qui vient du cœur. It's an evolution. It's something to appreciate. Des fois, le silence parle mieux que... Oui. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être nombreux au fil des jours. C'est toujours un grand rendez-vous pour tous les artistes. Rendez-vous samedi, 19h30 sur Equinox Télévision. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. On est là, on vous embarque dans le programme le plus électrisant du paysage audiovisuel camerounais, 6-12 Zénith. Dans le contexte amoureux, c'est que vous allez aimer Dieu et vous abandonnerez l'argent, ou alors vous aimerez l'argent et vous abandonnerez Dieu. Je m'interroge ce jour sur la question de la distribution du matériel agricole dérisoire aux populations dans ce pays. La revue ce matin, on commence avec le désordre urbain dans la ville de Douala. Célestine Ketcha-Courter de l'habitat demande la démolition des bâtiments érigés en violation des règles selon sa sortie. Quand vous séparez le bagarre entre papa et maman, on tourne le dos à papa et on pousse maman vers un abri. On n'affronte pas son père. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. Bonne suite des programmes. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Rappelez aux Camerounais qui sont nés après 84 et qui 82 d'ailleurs et qui ont plus de 40 ans aujourd'hui. Il faut leur rappeler que le président actuel est devenu président par la seule bonne volonté du président Mamadou Ahidjo. En 82, M. Paul Biya n'a gagné aucune élection. L'hypocrisie des Camerounais. Les mêmes qui aujourd'hui encensent Ahidjo, c'est les mêmes qui le vilipendaient hier. Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis en train de parler. À quel niveau les gens nous ramènent? Je suis en train de parler. Nous parlons de quelqu'un qui gouverne le Cameroun qui s'appelle Paul Biya. Nous parlons de la guerre dans le Nozo. C'est la seule personne qui peut résoudre ce problème s'appelle Paul Biya. Vous connaissez ce qu'on appelle projet de loi? J'ai dit, dans le cas des projets de loi de finances, apportez vos amendements. Nous sommes Mais chaque fois on apporte, madame. Oui. Chaque fois, même l'année passée, on a apporté. Donc même l'année passée, on a apporté. Vous l'avez bien structuré. Il suffit pas de Qu'est-ce que vous appelez bien structuré? Heureux encore de vous savoir fidèle au rendez-vous du vendredi soir sur Equinox Télévision où ensemble on fait le round-up de l'actualité sportive de la semaine. Au Cameroun, l'athlète n'est pas entretenu. L'athlète n'a pas de quoi vivre. Parce que c'est pourquoi j'aborde toujours le nom de continent, que le Cameroun est un continent, parce qu'il y a des encadreurs qui prennent de l'argent aux athlètes et maintenant ils s'entendent de façon à ce qu'une fois que vous êtes à l'extérieur, voici ce qui va se passer et voici comment vous allez prendre la route. Si on se pose la question pourquoi on fugue, on saura qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi on ne fugue plus. Les autorités camerounaises doivent se poser la bonne question. Comment faire en sorte que le Cameroun soit un Eldorado pour le Camerounais? À telle enseigne que si je choisis d'être sportif, que je fasse mon sport au Cameroun et que je m'en sorte. Mais c'est extrêmement grave qu'un Camerounais quitte le Cameroun parce qu'il fuit le Cameroun. Non pas parce qu'il est poursuivi, mais simplement parce que les conditions qui existent au Cameroun ne favorisent pas son épanouissement. Vous voulez être de grandes nations, de grands vainqueurs, il faut jouer contre les grands. Donc aujourd'hui, si on passe contre le Nigeria, je crois que ce serait encore plus motivant pour cette fille qui comprend déjà que, ok, on a pu battre le Nigeria qui est toujours la bête noire de notre équipe nationale. Non, moi je crois qu'elles peuvent bien le faire. The second phase is going to be very, very tough. And you could be at the top of the ladder, you find yourself at the bottom. So every team that's coming in, the minimum of package should be put in so that they go hunting for the results and maintaining, firstly, a seat. Vraiment, ça me fait de la peine d'écouter tout ça parce que quand vous savez les efforts fournis par soit les encadreurs ou les athlètes pour arriver à un niveau assez...
On est de retour, hein, malgré quelques petits aléas dus à la coupure d'électricité. On est presque habitué, c'est comme ça. On va rapidement prendre les avis sur l'histoire du jour. Momo Mengane, votre avis sur l'histoire de ce garçon qui a accusé son père d'avoir fait de la préférence, son frère d'être pourri gâté, sa tante d'être une sorcière. Ouais, mangeuse d'étoiles. Je ne connais pas beaucoup de mangeurs d'étoiles. Donc, si on me dit que quand manger une étoile, soit c'est... non, je ne vais pas dire ça. Oui, Momo. Non, deux choses. La première, vous parlez d'un petit incident. Non, les coupures d'électricité font partie des performances économiques de renouveau. Quand je vous parlais ici qu'en 90, Niad lui avait fait la proposition, on l'a refusé. On va en souffrir. Non, l'histoire, c'est un enfant qui est malade. Il commence par la paranoïa. Il finira par être schizophrène. Il n'écoute ni sa maman qu'il croit aimer, ni sa conscience personnelle parce qu'en fait, il n'en a pas. Il a une conscience débridée. Est-il content de sa réussite, 23 ans, professeur de sciences physiques, mais qui peut quand même développer des activités parallèles qui lui font avoir beaucoup d'argent? Pourquoi vient-il proposer cet argent à son père qui est méchant, qui n'aime pas les enfants? Vous voyez donc que son algorithme cérébral n'est plus en place. Donc il est malade. Il est malade, cet enfant. Et si sa maman écoute l'histoire, c'est à sa maman que je dirais, prends ton enfant malade et tu le redresses. Est-ce qu'il était encore nécessaire de venir parler de l'infidélité de sa maman, même si cela avait été posé en famille? On a dit que comme l'enfant ne ressemble pas à papa, mais maintenant l'enfant la ressemble trop à papa, puis dit bon. Quand les choses sont non réglées, où la famille n'y est même plus. Donc en fait, cet enfant, il est malade, il risque de devenir fou. Et parce que cette qualité de folie va l'amener à la violence. C'est pour ça que je parle de schizophrénie. C'est lui qui est malade. Le dédoublement de la personnalité. Il faut le sauver, oui. Vous voyez la même chose que Momo Mengane, Charlemagne Bachou, schizophrène, paranoïa. Vous savez, il a trop parlé. Et dans tout ce qu'il disait, il y avait la haine. La haine. On l'a précisé à la fin du récit. La haine, la colère. Les actions qu'il pose, il les pose par dépit. Il ne les fait pas par amour, c'est pour le paraître. Comme on voit aussi que j'ai réussi, je peux. Par conséquent, tout ce qu'il fait est nul, parce que ça ne va nulle part. La preuve, il a toujours fait, les billets sont toujours tombés. Il a toujours fait, les billets sont tombés. Non, je suis désolé, monsieur Nding, c'est malade, très malade. S'il était donné à chacun d'entre nous ici de raconter l'histoire de sa famille, l'histoire de sa vie, de son enfance, vous allez vous rendre compte que parmi tous les enfants d'une maison, il y a toujours des enfants préférés. On a toujours des enfants préférés parce qu'à côté de chaque enfant, il y a l'histoire de la conception, 2, l'histoire de la grossesse, 3, la naissance, 4, les chances que l'enfant a menées. Il y a des enfants que lorsqu'ils naissent, vous le voyez, les enfants qui sont détestés parfois par les parents parce que lorsque l'enfant est venu au monde, le père a perdu le travail. Vous allez voir quand on dit à un homme que tu attends un garçon, il est malade. Parce que le garçon fait l'île. Le garçon fait l'île. Le garçon bloque tout. Sur tous les plans, le garçon fait l'île. Toute votre vie, vous commencez à chambouler dans tous les sens. La fille, c'est autre chose. Et lorsque la fille vient, les filles qui viennent avec la chance, les filles qui viennent avec les problèmes. Oui. Donc, c'est comme ça. Voilà pourquoi je dis même tout ce qu'il a appris comme pédagogie, elle est nulle. Il n'a rien. Il l'écrivait pour passer. C'est tout de même fort qu'il enseigne comme il faut. Jusqu'à ce point. Mais s'il y a eu un fou ici à Safel Bonantone qui a dirigé la circulation pendant 2 ans. Il s'en sortait. Je vous dis qu'un fou dirigeait la circulation, même les autorités obéissaient à un fou. On avait des problèmes d'embouteillage. Les intellectuels, les autos, tout le monde obéissait aux instructions. S'il dirigeait bien, fou, pas fou. Voilà, ça veut donc dire que celui-ci est fou, mais il est professeur de sciences physiques.
C'est un peu péremptoire. La preuve est que Kid même là, il dit je peux avoir 5 millions. Il a contracté un crédit. Déclaré de quelqu'un qu'il est fou. Il va voir son père qui ne l'a jamais aimé, qu'il a détesté, qui donnait la chicotte à quelqu'un pour le fouetter, de lui proposer un plan de business. On parlait de la réconciliation. On parle de l'enfance. Le monsieur a été suffisamment... Et il refuse d'obéir à sa maman. Le monsieur a été suffisamment clair. Les maltraitances vécues dans l'enfance sont simplement là pour retracer le parcours. Arrivé en l'âge de la maturité et de l'indépendance, il a eu son crédit et il est revenu vers son père en disant « Papa, aujourd'hui j'ai grandi, je suis un homme et j'ai la maturité suffisante pour pouvoir oublier ou du moins mettre un peu de côté ce qui nous a liés pendant l'enfance, j'ai besoin de conseils de toi en tant que père. » On ne va pas dire aux gens que parce qu'on vous a maltraité dans l'enfance, ne revenez pas à l'âge adulte vers vos parents non plus. Il y a des familles où les parents les parents montrent trop de préférence aux enfants. Ça, c'est un problème. Parce que moi, je vois un jeune homme et ses frères traumatisés. Il a dit à sa mère qu'aujourd'hui, tous les enfants sont divisés. Pourquoi? Parce que le papa a eu une préférence pour celui qui lui ressemblait très jusqu'au teint. Ça, c'est un problème. Même si on a des préférences en amitié, en famille, avec les enfants, entre collègues et tout ça, il ne faudrait pas que ce soit autant prononcé. Parce que ça crée des frustrations. C'est un jeune homme qui a été frustré. Il vous dit, à 17 ans, je me suis retrouvé à l'université, je faisais des jours et des jours et des jours sans manger, alors que mon père aurait pu m'aider, mais il préférait aider les autres. On ne va pas taper sur quelqu'un parce qu'il raconte, il met sa douleur sur haut-parleur. Donc moi, je lui dis, ne donnez rien. Des 2 millions, des 2 millions. Que ce soit son père à son frère. Oui, vous n'avez rien à donner. Rien du tout. Et vous pensez l'avoir aidé dans maintenant? Vous non plus, vous n'avez pas aidé. Mais c'est ça, non, justement, parce que là, on s'attendait à ce que vous dites, puisqu'il est sur le chemin de la réconciliation. Vous non plus, vous ne l'avez pas aidé. Tout ce que vous avez fait, c'est faire un diagnostic médical, alors que vous n'en avez même pas les aptitudes. Nous en avons. Non, je suis désolée. Donc moi, je lui dis, les 5 millions que vous avez contractés, c'est pour vous lancer dans votre business. Votre père aujourd'hui n'a pas à vous faire les yeux doux en exigeant d'avoir 2 millions. S'il a un problème, il vous dit Carlos, j'ai un problème, je voudrais ouvrir un chapalo. Vous allez voir ce que vous pouvez lui donner. Le reste, il va se battre pour avoir. Il n'a pas d'exigence à poser sur les 5 millions. Donc pour moi, vous ne lui donnez absolument rien. Et en ce qui concerne son fils chéri, dans la mesure du possible, aidez-le. Si vous avez voulu ouvrir la ferme et que les 80% vous avez déjà donné et qu'il ne veut pas donner les 20% n'ayant pas les capacités, donnez-lui les autres 20%. Ce n'est pas de sa faute en même temps si votre père l'a préféré à vous autres. Si vous pouvez l'aider, aidez-le. Mais pour votre père, ne donnez rien. Et vraiment, si vous rencontrez une fille que vous pouvez aimer, bien que votre mère dise qu'avant 30 ans, ce n'est pas propice pour que vous vous mariez, lancez-vous d'abord dans une relation, essayez de voir où est-ce qu'elle peut aboutir. Elle peut déboucher sur un mariage ou bien sur rien du tout, mais essayez de laisser une personne entrer dans votre vie pour comprendre et un peu expérimenter. L'amour, c'est important. De vivre au moins ça une fois dans sa vie. D'accord. Oui. Merci, pasteur. Le diagnostic sémiologique de l'enfant voudrait qu'il allait faire un prêt de 5 millions pour faire quoi? Pour aider la papa qui ne lui a pas demandé de le faire. Pour faire lui-même. Se fait voir. Il veut faire voir. Comment on dit quelqu'un qui est malade? Il est malade. Il n'est pas venu. Papa, j'ai pris 5 millions quelque part. Je veux me lancer dans l'agriculture. Je veux ouvrir un établissement scolaire. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a dit. Il voulait avoir un projet et il voulait savoir ce que son père lui conseillerait. Mais il a déjà contacté l'argent. Oui. On ne contacte pas l'argent avant de réfléchir. On réfléchit avant de contacter l'argent. C'est un professeur de sciences physiques. Alors, vous parlez de quoi? Ok, cher médecin, c'est quoi la posologie des médicaments à prendre? On ne lui dit pas. Vous êtes de mauvais médecins dans ce cas. Non. De mauvais médecins. Vous direz quoi? On n'a plus beaucoup. Vous direz quoi? C'est-à-dire, on ne commence pas une histoire en disant je déteste mon père. Jamais. Le gars qui pose le problème, il a déjà pris sa décision. Quoi qu'on dira sur ce plateau, il sait déjà qu'il ne va pas aider ni son père, ni son frère. Si votre père ne vous aime pas, monsieur, vous voulez qu'on vous dise quoi? Que aimez votre père? On l'aime à la place de son père. Non, votre père vous aime parce que s'il ne vous aimait pas, je crois qu'il y a mille et une manières de se séparer d'un enfant qu'on n'aime pas.
un papa ne peut pas élever son enfant jusqu'à 7 ans, je sais pas, 23 ans, et vous envoyez une histoire que votre père ne vous aime pas. Un papa qui a laissé sa sœur manger les étoiles. Vous auriez fait comme dans Hansel et Gretel, vous l'aurez abandonné dans un... Par exemple, vous dites que votre tante prend vos chances, votre père ne vous aime pas, vos frères sont ceci et cela, et vous êtes la bonne personne, non mais posez-vous des bonnes questions, vous ne pouvez pas être dans une famille, vous portez critique à tout le monde, il n'y a pas une personne à qui... Moi j'ai il y avait sa mère, il n'y a même pas une personne, sa mère il désobéit à sa mère, ou bien je me trompe. Oui, non, je crois que ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas en même temps. Non, ce monsieur n'est pas... C'est un sorcier. Il n'est pas aussi clair dans cette histoire. Si vous voulez aider votre père, monsieur, vous n'avez pas besoin de venir aux Zénith, dire que c'est dit je vais aider mon père, je fais comment? Aider votre papa, ça demande quoi? Si c'est 2 millions qui demandent, vous lui donnez 1 million si vous voulez, on n'a pas besoin de venir dire on fait comment pour aider le père. Mais lui vient dire à papa, j'ai 5 millions. Vous savez, notre langage ne va jamais changer sur ce plateau concernant les parents. L'enfant est où pour juger son père? L'enfant est qui pour juger son père? Hein? Il est qui pour juger son père? L'enfant ne juge pas son père. Qu'est-ce qu'il fait alors? Ce qu'il a reçu, c'est ce qu'il devait recevoir. L'enfant va retenir que j'ai fait 7 ans de maladie. Dominique et il Audrey. continue à insulter son père. Dominique Audrey. Et on ne m'a pas aidé. Dominique Audrey. Les faits parlent de même. Dominique Audrey. L'homme que vous avez sur ce plateau, l'homme que vous avez sur ce plateau a eu un père à qui Dieu a tout donné. Mon père ne m'a rien donné. Mon père m'a appris la souffrance. Je partais de Colbison à pied. Je traversais aujourd'hui ce qu'on appelle Mec pour aller au lycée de Biémassi à pied. Et j'aurais vos soins médicaux? Je dis à pied. Permettez-moi de vous raconter. Je dis à pied. Et ça, il traversait, il avait une Subaru. Ceux qui le connaissent à l'époque, il avait une Subaru. Il traversait, tous les jours, on le voyait partir. Il nous laissait. Et malheur à celui qui revenait avec une heure d'absence. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à cette souffrance qu'il m'a donnée. Sauf que lui, non, laissez d'abord parler. Laissez-moi d'abord parler. Non, laissez-moi parler. Le père prenait c'est ça. Il est même trop plaintif. Oui. Il se plaint trop. Et de tout le monde. Et de tout le monde. C'est ça. C'est un gars qu'on n'aime pas. Vous avez ce genre d'homme dans votre vie, fuyez-le. On a dit que de une femme dans sa vie. La femme va souffrir. Il va se plaindre du sel, il va se plaindre de piment, il va se plaindre de la robe, il va se plaindre de arrêter ça. C'est des hommes plaintifs, il a été mal éduqué. Il a refusé même d'apprendre de la vie. Oui, je le dis, il a refusé d'apprendre de la vie. Ce que Dieu ne vous donne pas, ce que vos parents ne vous donnent pas, la vie vous l'enseigne. C'est un mystère qu'il faut chercher à comprendre, Dominique Audrey. Ce qu'il vient nous dire aujourd'hui, quand vous êtes dans votre parcours pédagogique, qu'est-ce qu'on vous enseigne? Vous aurez en salle de classe des enfants qui auront faim. Vous aurez en salle des enfants qui seront dans l'opulence. Il faudrait adapter une pédagogie pour amener tout cela. Vous aurez des enfants qui seront complexés, frustrés. Qui vont vous empêcher de dispenser les cours. Il faut savoir gérer ça. Et dedans, vous vous mettez. Et quand vous-même vous êtes frustré par la vie, Charles Amel, écoutez, le fait d'être en pédagogie, bonne santé, d'être bien, ne veut pas dire qu'on va bien dans sa tête. Mais la pédagogie, il est peut-être enseignant, mais il a un problème. Il est même mieux. Il a Je connais des adultes de plus de 40 ans qui, ne sachant même pas qui sont leurs géniteurs, sont troublés jusqu'aujourd'hui. Dominique, ils sont pas enseignants. Il n'a rien compris. Il n'a rien voulu apprendre de la vie. Ils n'ont rien voulu. Si je vous en prie, Monsieur Ndi, les plus petits parmi mes enfants attendaient voir le sapin. Attendaient voir le Père Noël. Depuis des années, s'il vous plaît. Je vous l'ai dit sur ce plateau, on a discuté. Rien. Soit à l'école, on dit le Père Noël a donné ceci, on dit mon est banto. Je veux que vous compreniez. Demain, ils vont m'insulter parce que moi, j'ai refusé de les mettre sur cet algorithme en disant que je les ai fait, s'il vous plaît. Je les ai fait souffrir. Parce que les camarades, si, c'est ça. C'est pas la même chose. Il y a un qui a tout reçu. Mais nous avons toujours, dans toutes nos familles, Dominique Audrey, c'est la mauvaise foi que vous faites. Dans toutes les familles, il y a des préférés. Celui qui a le nom du père, celui qui a le nom de la grand-mère, celui qui a le nom de la belle-mère, celui qui a le nom de la mère, celui qui a le nom du beau-père. Et on l'appelle ma mère. Et on l'appelle maman, on l'appelle mon beau-père, on l'appelle ma
prononcer comme ça. Oui. Donner la chicotte à un de vos enfants. Je vous en prie. Ce n'était pas les nés. Oui, on faisait ça. Ce n'est pas les nés. Nous, on nous faisait ça. Le père te donne la permission, tu vas voir ton père, tu dis papa, on a un anniversaire. Il te dit va, mais il y a un frère qui sort, il te dit tu ne bouges pas. Et tu ne bouges pas. Pourtant, le père t'a donné le ok. Et les aînés comme ça. Non, vous ne pouvez pas venir. Mais sauf que dans l'histoire, c'est pas né dans notre histoire. Quoi qu'il en soit, monsieur, c'est une situation un peu compliquée. Va falloir essayer de faire le bon choix. C'est d'autant plus compliqué pour moi-même parce que je me dis, un père qui a fait c'est pas ça. Le bon choix, c'est de changer son algorithme cérébral. Il doit d'abord se soigner lui-même, apprendre ce que la pédagogie à l'école normale lui a appris. En gros, c'est cela. En gros, qu'est-ce que la vie t'apprend, cher ami? En gros, 2024 est une année bissextile. C'est 366 jours et l'univers ne nous a pas donné un jour de plus pour que nous le consacrions à faire la guerre. Essayer de trouver le juste milieu. La colère de Charlemagne Batchou. Je m'interroge ce jour sur la question de la lutte contre la corruption relancée par le chef de l'État dans son adresse à la nation du 31 décembre 2023. Dans son message à la nation, le président Paul Biya a annoncé son intention de renforcer la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics. Il considère cette mesure comme un impératif pour préserver les ressources publiques et a promis une intensification notable de cette lutte dans l'année à venir. Il a dit, je cite, « La lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics est très clairement un impératif pour la préservation des ressources publiques. Elle va connaître une intensification notable au cours de l'année qui s'annonce. » Point fin de citation. Lors de ses vœux à la nation, en janvier, la présentation des vœux en janvier 2023, le président Paul Biya avait annoncé la persistance de la corruption au Cameroun et avait annoncé des mesures draconiennes. Sauf que l'ensemble de ces discours sonnent creux, comme ceux du 31 décembre 2011 dans lequel le chef de l'État, en mentionnant les sujets qui allaient retenir l'attention du gouvernement dans les prochains mois, avait affirmé que la lutte contre la corruption figurait en bonne place, une corruption sans cesse renaissante et qui se serait déjà étendue au marché public. Puis, le 31 décembre 2019, il a reproduit les mêmes discours annonçant que de nouvelles mesures allaient être implémentées pour tordre le cou aux corrupteurs dans ce pays. Le 31 décembre 2022, il parlait de ces détourneurs de fonds qui rendront compte, gorge. J'espère, il faut le dire, qu'on a parlé d'une question de liste à cette période, se demandant est-ce qu'on devait arrêter. Des listes même, des noms avaient fugué, plus rien. Pire, dès le début des années 2000, c'est-à-dire 23 ans aujourd'hui, le chef de l'État n'a eu de cesse de nous parler de la corruption. Corruption, 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 avec à chaque fois de nouveaux mots, de nouvelles expressions qui auront fait les choux gras de la presse. Les annonces de milliers d'emplois créés chaque année, pourtant le chômage est intense. Sauf que les Camerounais n'y croient plus tant, la corruption a pris des racines incommensurables dans le système administratif de ce pays. Comment comprendre que le chef de l'État parle de la lutte contre la corruption lorsqu'aucune action préalable n'est mise en place pour ce faire? Où est passée la loi anti-corruption? Mieux le décret d'application de l'article 66. Mieux la nomination du comité devant travailler sur la question des avoirs et des biens. Il faut attendre que le président de la République édicte le décret qui va fixer l'organisation et le fonctionnement de la commission conformément à l'article 7 de la loi relative à la déclaration des biens et avoirs. Encore lui. Oui, vous, monsieur le président, qui bloquez. De quelle corruption parlez-vous? De quelle lutte parlez-vous lorsque l'ensemble des mécanismes ne sont pas mis par vous? Évoluons. La corruption est sans nul doute le phénomène qui mine le plus le fonctionnement de la société.
Elle crée l'injustice sociale à travers une mauvaise distribution des ressources, décourage et pénalise les acteurs de développement de la société qui voient les efforts mal récompensés ou méconnus au profit d'autres de moindre importance. Au début du mois de mars 1998, sous l'impulsion du chef de l'État, vous, monsieur le chef de l'État, le gouvernement a lancé à travers la presse officielle une campagne de lutte contre la corruption à travers l'opération « La corruption tue la nation », dont le but de cette campagne visait à sensibiliser et à fixer l'attention des Camerounais sur les périls que la nation encourt si cette pratique perdurait et d'amener chaque Camerounais à participer à l'éradication de ce véritable fléau qu'est la corruption. Beaucoup de remèdes ont été mis contre la corruption, ont été même proposés à vous, monsieur le chef de l'État. L'élaboration d'une législation adéquate et son application effective. La prise des mesures dissuasives et punitives à l'encontre des contrevenants. Une réelle et plus grande implication du sommet de l'État dans la lutte contre la corruption. Parce que l'exemple vient d'en haut. L'amélioration du cadre et des conditions de travail des agents. Simplification des procédures douanières. Éducation des citoyens sur leurs droits et devoirs. Comment comprendre cette volonté du chef de l'État lorsqu'on sait que ce phénomène continue de dégrader le climat des investissements et de causer une énorme préjudice au trésor public? Comment le comprendre lorsqu'on sait que le texte élaboré depuis plusieurs années par le ministre de la Justice, la CONAC, le PNUD reste bloqué dans les tiroirs de la présidence de la République, chez vous? La loi anticorruption. Près de 10 ans après l'élaboration, on ne sait pas si c'est passé au Parlement, si ça va être voté ou pas. Comment comprendre cette sortie du chef de l'État lorsqu'on sait que les différentes institutions en charge de la répression non judiciaire de cette pratique, à savoir le Conseil de discipline budgétaire du contrôle supérieur de l'État, le Programme national de gouvernance, l'Observatoire de lutte contre la corruption, les cellules ministérielles de lutte contre la corruption, l'Agence nationale d'investigation financière, la Chambre des comptes, l'Agence de régulation des marchés publics, la Commission nationale anticorruption CONAC qui font un travail remarquable sur le terrain, le plus souvent sorti des propositions de sanctions contre les gestionnaires délicats, les co-acteurs, les co-auteurs d'actes de corruption, les complices et bien d'autres acteurs de la petite corruption apparaissent de plus en plus aux yeux de l'opinion comme des ding-dongs d'une farce qui bénéficieraient largement à des individus tapis dans les plus hautes sphères de décision et qui n'auraient pas d'intérêt ou intérêt à ce que la lutte contre ce fléau progresse. Monsieur le Président, toutes ces structures vous adressent directement les rapports avec les cas de vol, les cas de détournement, les montants de détournement, les ministères concernés par ces détournements. Monsieur le Président, quand vous venez encore nous dire que vous allez commencez par éplucher la liste qui vous a été mise depuis 2000. À côté de cela, on a eu une batterie de programmes. Le programme national de gouvernance qui a été institué avec l'appui du PNUD. Personne même ne comprend cette affaire. Le programme Choc, une des actions phares du PNG, changer d'habitude, s'opposer à la corruption, organe qui ressemble à une cohorte de mesures des technocrates. On a eu des numéros verts. Alors là, d'ailleurs, où est passé le draft de la loi contre l'enrichissement illicite qui avait été élaboré dans la foulée des textes susmentionnés, qui dort également dans les tiroirs de la présidence de la République. Les rapports sur l'état de lutte contre la corruption au Cameroun de 2020 révélaient un préjudice financier subi par l'État de l'ordre d'un peu plus de 17 milliards de francs CFA. La corruption est un phénomène entretenu par des élites et des milieux d'affaires. Elle les enrichit et appauvrit encore plus les pauvres qui en payent et qui en payent le prix. Comment comprendre le fourre-tout qui existe dans une affaire de lutte contre la corruption dans ce pays? Savez-vous que tous les départements ministériels ne disposent pas de cellules anticorruption? Ceux qui en disposent, c'est le ministre qui nomme. Il choisit les membres qu'il va nommer. Il met dans le fonctionnement beaucoup d'argent qui va être géré. C'est encore lui, le ministre, qui oriente. Aucune indépendance. De qui se moque-t-on à la fin? Le contrôle de l'exécutif dans le processus de lutte contre la corruption au Cameroun freine l'indépendance des structures mises en place. Non pas que le contrôle à lui-même soit une mauvaise chose, mais la façon dont il est effectué le plus souvent, le but pour lequel il est instauré amène à penser que l'on veut politiser la lutte contre la corruption. Les rapports de diverses institutions sont transmis directement au président de la République, destinataire prioritaire de ces rapports. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, il ne serait pas incongru de penser qu'on est loin des résultats escomptés que par les discours. Question. À la fin, n'était-ce pas tout simplement un jeu de mots, Monsieur le Président? Comment chercher à lutter contre la corruption
lorsque vous réduisez systématiquement le pouvoir d'achat des citoyens à néant, vous doublez, vous triplez le montant des charges à payer par les ménages, les impôts, taxes et services, et vous donnez aux fonctionnaires les salaires les plus ridicules parmi les pays subsahariens, pendant que vous laissez les chiens enragés détourner des milliers de milliards dans les caisses de l'État. Ça peut paraître paradoxal, mais au finish, on n'a pas envie de lutter contre la corruption. On parle pour parler. Merci, Monsieur le Président. Nous adorons quand vous vous exprimez à la population. La corruption, c'est l'une des attractions les plus attendues de toute l'année, hein. L'adresse à la nation. 42e discours. 42e. Oui, c'est le 42e. Ouais. 42e discours à la nation. Et c'était l'un des plus longs de son règne. La seule partie en français est partie à près de 30 minutes. Seule partie en français. Vous y croyez? Oh, vous savez ce que Chirac disait? Les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Bien, Momo Mbengane, j'ai le droit de dire que c'est votre ami. Ouais, Dieu donné Massigams. C'est mon père. Oui. Il nous a dit qu'on a perdu un peu plus de 4,5 milliards en 2022 dans la corruption, qu'il y a eu pratiquement 7000 dénonciations de cas de corruption. Je crois bien que tous ces rapports s'adressent directement au président de la République. Oui. Qui sont ces gens qui s'étaient contenus dans les 7000 dénonciations? Quand on a adressé ce rapport au président, qu'est-ce qu'on a fait de ces gens en 2022? Bon, ça, le rapport date de 2023, mais c'est pour l'exercice de 2022. Finalement, on se dit, le président de la République est-il en train de protéger les voleurs de la nation? Oui. Il avait dit ça lui-même lors de sa première interview à la CTV en février 1987. Mais il a dit ça en termes diplomatiques. Il a demandé à Éric Ndiaye qu'il lui donne les preuves. Il n'avait pas de preuves, alors que c'est lui que sont adressés tous les rapports, que ce soit du Sénère à l'époque qui est devenu DGRE, les renseignements généraux de la police, de la gendarmerie, la sécurité militaire, la préfectorale, de tout. Lui, c'est ses réseaux propres. Donc, c'est à lui que sont destinés les rapports. Mais il demandait les preuves. Quand on lui dit le FOGAP est en train il n'a pas de preuves. Maintenant, le FOGAP est parti. Il n'existe plus. Il n'existe plus. Et il y a eu au moins 3 cabinets d'expertise comptable qui sont allés faire les audits. On n'a jamais rendu public. Est-ce que ces gens que le rapport de la CONAC a présenté comme des corrupteurs dans les dénonciations qui ont été faites, est-ce qu'on nous a même dit s'ils ont été interpellés? Le pasteur Massigams a dit qu'il a adressé l'opportunité de poursuivre. Ce n'est pas lui qui juge l'opportunité. Dans le cas d'espèce, c'est le président de la République qui est juge d'opportunité. S'il va transmettre le dossier au procureur de la République, bon, à la chancellerie, qui est le patron des procureurs. Oui. Bon, là, on ne sait pas s'il a transmis, et c'est au niveau de la chancellerie que ça tombe. De toutes les manières, on n'a jamais entendu un procureur de la République dire qu'au regard de voilà, et que Massigams vient donc se porter comme on appelle ça, intervention volontaire, pour dire ce qu'il a amené à indexer tel et tel autre. Et le même Massigams a dit au président de la République qu'il faut changer les textes organiques de la CONAC pour lui permettre d'ester en justice. Donc de poursuivre ceux qui sont désignés dans les dénonciations qu'il reçoit. Tout à fait. Et Charles Hamel a ajouté autre chose. Où est le décret d'application de la loi sur l'article 66? La déclaration des biens. Déclaration des biens. Est-ce qu'on a même intérêt à connaître ce que les gens touchent d'abord? Pourquoi pas? Je vous dis, 1972, je suis en train de faire réparer la radio de papa. On me demande la facture pour savoir si papa a radio 1972. Donc, en fait, même pour un poste radio que vous voulez réparer, on doit savoir si vous l'avez acheté ou pas. Donc, on fait comme si le Cameroun n'a pas été à peu près bien géré. Et là également, le code pénal, j'oublie les dispositions,
Mais il y a une disposition du code pénal qui dit que si vous êtes coupable d'avoir détourné 500 000 francs, on peut vous condamner à vie. Voilà. Si donc on peut vous condamner à vie pour avoir détourné 500 000 francs, comment le président de la République, lui, il vient créer un tribunal spécial en disant que bon, moi c'est les grands voleurs que je vais juger à partir d'un détournement de 50 millions. Et je leur donne même la possibilité de rembourser. Voilà, c'est qu'ils ont détourné et je leur laisse libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Voulait-il former l'imaginaire des Camerounais pour ne pas voler? Il disait, en gros, on a l'impression qu'il disait, vous les petits voleurs là, je ne m'intéresse pas à vous. Voilà, volez beaucoup, comme ça. Voilà. Quand vous volez beaucoup, vous venez me voir, on négocie. C'est comme ça que moi j'ai compris. Cette disposition, peut-être j'ai mal compris. Voilà, parlant même de ces négociations, Dominique Audrey, le premier ministre chef du gouvernement, Chief Joseph Dion Ngouté, Chief Doctor Joseph Dion Ngouté, voilà. Voilà. Ça veut dire qu'il est autorité traditionnelle. Il est docteur à l'école, à l'université. Il a même dirigé l'ENAM. Il est maintenant premier ministre. Chief Doctor Director Joseph Dion Ngouté. Prime Minister, Head of Government, voilà. Prime Minister. J'ai appris un peu l'anglais. Il nous dit qu'on a récupéré, enfin, qu'il y a eu des cas d'interpellation. Il a parlé devant l'Assemblée nationale d'à peu près 59 interpellations dans des affaires de détournement et de corruption au tribunal criminel spécial. Il dit que des condamnations ont été prononcées à hauteur de 26 milliards, de plus de 26 milliards de francs CFA, oui, de frais d'amende. Moi, je suis un peu contre, premièrement. Premièrement, quand il dit ça devant les députés de la nation, pourquoi les députés ne lui demandent pas la liste des gens là, des 59 là? Deuxièmement, pourquoi ils ne nous donnent pas la liste des 59 là? Troisièmement, les soi-disant condamnations de 26 milliards là, c'est où? Ou bien c'est avec ça qu'on a construit les 700 km de route en 2000. Il doit forcément avoir une caisse dans laquelle on reversait cet argent. Ah, une caisse. Et nous, on ne sait pas. Et justement, pourquoi vous ne vous posiez pas trop de questions à savoir qui a détourné, c'était où, dans quel projet, qui a été corrompu? On vous dit non, mais rassurez-vous, ça a rapporté tel nombre de milliards. Ça a rapporté 26 milliards. En 2017, on a la CONAC qui a dénombré quasiment presque 4000 dénonciations de détournement et autres. 4000. Donc, quand vous me parlez de 59... Combien 59... Bon, cette année, l'année de 2022, la CONAC, et il y a un autre gros paradoxe. Oui. C'est qu'entre 2017 et 2018, la CONAC dénombre 4000 dénonciations, mais les chiffres de détournement, les chiffres de corruption sont 4 fois plus élevés que ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont plus de dénonciations et moins de recouvrement. Certainement, il doit y avoir des donc on accuse plus les gens de voler. On accuse les gens de voler plus qu'ils ne volent en réalité. Non, je veux comprendre. C'est possible, c'est faisable. Je veux comprendre parce que je réitère. Entre 2017 et 2018, on est à peu près 4000 dénonciations. Sauf que le montant détourné, les montants de la corruption sont 4 fois plus élevés qu'en 2022. En 2022, on est à 7000 dénonciations, mais les montants sont plus bas. Est-ce que ça signifie alors que les gens qu'on dénonce, ils volent petit? Ils volent beaucoup. Ils volent juste nombreux. Ils sont juste nombreux à voler, mais les petites sont... Et alors, les négociations ont fait qu'on voilà. Je fais comme ça à la main, je m'interroge. C'est plus ça. Malheureusement, on se serait attendu à ce que la CONAC bénéficie d'un plus large spectre d'action pour pouvoir aller plus loin. La CONAC, le contrôle supérieur de l'État peut poursuivre en justice. Le TCS peut poursuivre. La Chambre des comptes qui, Monsieur le Président de la République, a tendu le doigt à tes ministres de la Santé, tes ministres de l'administration territoriale, tes ministres des enseignements supérieurs, tes ministres des sports, en fait, presque la quasi-totalité de ton gouvernement. Mais non, on leur a donné les médailles. Peut-être il y a un nouvel organe
peut-être il y aura oui, le père, un nouvel organe qui va rassembler les capacités de chaque organe déjà existant, ANIF, CONAC, on fait comme dans les dessins animés, on fusionne. Voilà, peut-être on va fusionner. Peut-être, parce qu'il a dit dans le discours que apparemment c'est la justice qui sert de baromètre. Voilà. Oui, il a dit. Tout à fait. Et vous avez bien fait de relever la Chambre des comptes de la Cour suprême. Comment la Cour suprême? En principe, c'est l'organe juridictionnel le plus élevé. Le suprême de la justice, il dit si que on peut dire ça. Vous qui étiez là, sur la canne, voilà. Vous qui étiez sur Covid, voilà. Et la même Cour suprême refuse de poursuivre les gens. Donc peut-être, comme vous avez déjà, pour ça que vous l'avez ajouté, peut-être qu'il va créer un organe. Oui, il va faire fusionner les gens là. Si, je ne comprends pas. Parce qu'on ne comprend pas. La justice enquête et refuse de mettre les gens en examen. Mais quand même, c'est quand même gros ça. On a l'ANIF, Pamela, le TCS, la Chambre des comptes, le contrôle supérieur de l'État, la CONAC. On en a beaucoup, des organes comme ça. Et Dominique Audran a mentionné quelque chose qui était assez intéressant. Les secteurs dans lesquels la corruption s'est le plus manifestée, le plus excellé. C'est le Premier ministre lui-même qui dit encore à l'Assemblée nationale, c'était en décembre dernier, quand on dit aux gens que regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, il dit que c'est dans les projets d'eau et d'électricité qu'on a le plus volé. Tout à fait. Mais personne n'est condamné. Peut-être ne sait pas celui qui a volé. Et peut-être ils ont la liste. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que ces personnes, pour la plupart, moi, ce que je me trompe, ce sont des personnes qui sont nommées par le président de la République. Ça veut dire que vous êtes président, vous nommez des personnes, et que demain, vous venez dire qu'il y a corruption, ça veut dire que c'est vous le problème. Oui, parce que si vous nommez quelqu'un, c'est sur la base d'une confiance et d'une crédibilité. Donc, si vous décidez de le mettre à un poste et que vous venez plus tard dire qu'il y a corruption, ça veut dire que c'est pas moi le problème, c'est vous. Sachant que ça vient de déjà, il faut qu'on soit précis. Moi, je n'ai pas l'intention d'être président de la République. Vous pouvez dire ça comme ça là après. Non, c'est un exemple. Moi, je l'ai. Et je vais comme lui. Il a dit, j'ai instruit. Mais quand vous instruisez le gouvernement, vous demandez donc, je vous ai instruit de faire la route. Oui. Vous en êtes où? Il a dit qu'il y a 700. Hein, c'est combien 700 km, non? 700 km de route. Vous en êtes où? Le problème d'adduction d'eau qui venait de la Sanaga pour Yaoundé, vous en êtes où? J'avais donné 1 milliard. Bientôt, on aura bientôt. La corruption, c'est devenu le propre des Camerounais. Oui, à tous les échelles. Si on remonte jusqu'au plus bas échelle. Même à l'école, on corrompt. Partout. À l'école, l'affaire de monnayage pour les places là, on corrompt à l'école mal mauvais. En tout cas, Monsieur le Président de la République, votre discours, vous-même vous comprenez qu'il y a beaucoup d'incongruités. Dit X, pas dit Y. Faux, vrai, faux, on ne sait plus où donner de la tête. Est-ce que vous n'êtes pas ici en train d'essayer d'embrouiller les Camerounais pour encore plus nous faire ployer sur la corruption en 2024? En tout cas, qui vivra verra. On marque une courte pause.